En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. Pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Et ce dimanche, nous avons le plaisir de recevoir Henri Guénaud. L'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy ne cesse de nous mettre en garde contre la fuite en avant des somnambules qui nous conduit tout droit vers la guerre. Alors que les négociations de paix ont commencé entre Vladimir Poutine et Donald Trump, l'attitude de l'Europe et de la France est-elle la bonne? Existe-t-il vraiment un risque d'engrenage vers le chaos de la guerre? Peut-on faire fi de la souveraineté de l'Ukraine? Face à la menace russe et aux autres menaces, le réarmement n'est-il pas une question de bon sens? Nous dirons aussi un mot ou même plusieurs de l'Algérie, car là aussi, Henri Guénaud craint une forme d'engrenage. Tout de suite, ces réponses en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Henri Guénaud, bonjour. Bonjour Alexandre Devecchio. Ravi de vous recevoir sur ce plateau pour parler longuement des questions géopolitiques, des questions auxquelles on répond parfois avec simplisme, mais vous êtes là justement pour éviter ce manichéisme. Vous alertez, vous, depuis le début de la guerre en Ukraine, sur l'attitude des Européens, des Occidentaux, sur une forme de fuite en avant vers la guerre. Là, on parle plutôt de négociations de paix, mais en même temps, l'Europe réarme. Vous avez encore mis en garde contre une fuite en avant. Est-ce qu'il y a vraiment un risque d'engrenage aujourd'hui ? Alors d'abord, l'engrenage, c'est une donnée permanente des sociétés humaines, surtout quand il s'agit de la violence. La montée vers la guerre, c'est toujours un engrenage. Et la guerre elle-même est un engrenage vers la montée aux extrêmes, c'est-à-dire on commence en disant on fera pas ceci, on fera pas cela, on détruira pas les populations civiles, et puis à la fin il y a plus de limite à la violence. Et ça c'est vrai tout le temps. Donc c'est vrai aussi dans le cas présent, c'est vrai à propos de la guerre en Ukraine. On est allé à la guerre, enfin pas nous mais l'Ukraine et la Russie. Oui, par un engrenage. La Russie d'abord, il faut quand même. Non, par un engrenage. Comme m'avait dit un jour Lula, le président du Brésil, quand la guerre survient, il n'y a jamais qu'un seul responsable. Alors les responsabilités sont pas les mêmes, mais voilà, c'est un engrenage aussi. On est parti de 91. La fin de l'Union soviétique, la paix, vous savez, c'était la fin de l'histoire. L'histoire devait plus être tragique. Et puis, il y a des engrenages qui se sont mis en place et que tout le monde a nourri. Un engrenage, c'est nourri par les deux parties. Voilà. Alors après, il y a quelqu'un qui déclenche le conflit. C'est évidemment la Russie qui a été l'agresseur dans cette histoire. Mais on n'est pas arrivé là du jour au lendemain. On est arrivé là par un engrenage qui a été décrit par tout le monde, y compris les plus grands spécialistes de géopolitique américains. Donc, vous pouvez que ce soit Kissinger, Kennan, qui a été le théoricien de l'endiguement. Dans la guerre froide, même Brzezinski. Voilà, Kissinger avait dit quelque chose de très profond. Il avait dit si l'Ukraine veut vivre en paix et prospérer, eh bien, il faut qu'elle reste un pont entre les deux mondes, entre deux mondes. C'est ces deux mondes auxquels elle appartient et entre lesquels elle fait, le monde russe et le monde occidental. C'est-à-dire le monde russe et le monde occidental, bien que il y a des ponts entre les deux de toute façon. Bien que tout ça soit une histoire extraordinairement compliquée, qui n'est pas lieu maintenant de rappeler en détail, mais quand même, quoi. Je veux dire, là, il y a une partie occidentale de ce qu'a été la Russie jadis, qui a toujours mêlé à la fois l'Ukraine, la Biélorussie et toute la Russie jusqu'à l'Oural. Voilà, c'est d'où la phrase de Gaulle d'ailleurs, l'Europe de l'Atlantique jusqu'à l'Oural. Bon. Et cette partie-là qui est en grande partie, qui a des racines occidentales, qui a aussi depuis au moins 2 siècles et demi, une revendication d'identité propre par rapport à l'Occident, mais qui reste nourrie de racines occidentales. Le monde orthodoxe est un monde qui est nourri par les racines occidentales, qui avait été fondé par des Vikings. Ce sont des Kieviens qui sont allés fonder Moscou, etc. Et quand
Byzance est tombé, enfin Constantinople, les Russes les Moscovites se sont proclamés, ont proclamé Moscou la troisième Rome. Vous voyez, c'est l'idée de prendre la suite de l'histoire. Donc c'est à la fois, ça n'est pas l'Occident catholique, protestant de l'Europe occidentale, mais c'est aussi un rameau de la même civilisation et de la même histoire. Voilà. Donc on a, il faut pas oublier ça, et qui après s'est étendu vers l'Asie parce qu'il pouvait plus s'étendre vers l'Occident, ni faire une guerre perpétuelle pour étendre sa zone d'influence beaucoup plus loin. Bon, et donc maintenant il est ce monde russe est un pont entre l'Asie, depuis très longtemps, entre l'Asie et l'Occident. Bon. C'était Brzezinski, le conseiller stratégie en matière stratégique de Carter, qui est un très grand esprit, un très grand spécialiste de la géopolitique, qui disait en fait, ce qui est le plus important dans le monde, c'est l'Eurasie, c'est cet immense continent qui s'appelle l'Eurasie. Bon. Et si vous regardez, il avait parfaitement raison. Qui tient l'Eurasie, en fait, domine le monde. Bon. Nous sommes un bout de l'Eurasie. L'Eurasie, elle va en gros du Finistère jusqu'à la Chine, jusqu'à la mer de Chine, voilà. Pour dire jusqu'aux rives de Taïwan. Ouais. Bon. Et quand vous regardez cette carte, il y a l'Europe d'un côté, la Chine de l'autre. Au sud, vous avez l'Inde, l'Empire perse, l'Empire ottoman. Et puis en haut, vous avez cet immense empire qui s'est constitué au fil des siècles, qui était l'Empire russe. Et puis vous avez une dispute permanente des zones d'influence au centre de l'Eurasie. Nous appartenons à ce bloc géographique, et donc tout ce qui s'y passe, au fond, nous concerne. Bon, et donc, au-delà même de savoir qui a attaqué le premier, qui est responsable de quoi, qui concerne les historiens, la question est de savoir quel est le prix que nous allons payer ou que nous paierons si nous continuons sur la voie sur laquelle nous nous sommes engagés. Jeter la Russie dans les bras de la Chine, dans les bras de l'Asie, la repousser vers l'Asie, n'est pas franchement, d'un point de vue géostratégique, géopolitique, pour l'Europe et pour tout l'Occident d'ailleurs, une très bonne idée. Est-ce que c'est ce que fait Trump d'essayer de la détacher de la Chine? Oui, alors il y a toujours plusieurs motivations. Voilà, mais il y en a une qui est évidente, d'ailleurs, qui ne s'en cache pas, c'est d'essayer de rééquilibrer la géopolitique du monde en essayant de détacher, ou en tout cas de rééquilibrer le poids de la Chine par un rapprochement avec des États-Unis, avec la Russie. Et c'est pas une idée absurde en soi, quoi. C'est même probablement pour tout l'Occident et encore plus pour l'Europe. Les États-Unis, ils sont séparés de la Chine par l'océan Pacifique et de l'Eurasie par du continent eurasiatique de l'autre côté par l'Atlantique. Nous sommes dessus, nous sommes partie prenante. Notre destin, il se joue là, et sur les confins de cet immense continent. Je pense en particulier à la Méditerranée, mais on y reviendra. Donc, oui, on voit bien du point de vue géopolitique, ce que cherchent à faire les États-Unis, qui pensent que c'est pas une bonne idée de jeter la Russie dans les bras de la Chine, qui deviendra encore plus puissante dans un système géopolitique totalement déséquilibré. Voilà, on peut déplorer tout cela, on peut déplorer tous les morts de cette guerre qui est en grande partie absurde. On peut rappeler le droit, la morale. Ouais, mais certains vous diront que c'est illusoire parce que Vladimir Poutine n'a pas forcément envie de cette alliance avec les États-Unis, que c'est un jeu de dupes, qu'il est très bien, qu'il est déjà arrimé avec la Chine et qu'il ne comprend que le rapport de force. Je me fais le porte-parole de... Oui, alors il faut, encore une fois, laissons tomber le sentimentalisme, le moralisme c'est pas du sentimentalisme, c'est le rapport de force. Parfois, face à des adversaires... Regardons les choses avec lucidité. Le rapport de force... Et pas votre faveur. Le rapport de force est le mode normal de relation entre les États, les sociétés, les continents, depuis
Toujours. Bon, alors on dit oui, mais c'était pas le cas depuis la Seconde Guerre mondiale. Si, c'était le cas depuis la Seconde Guerre mondiale, certes avec des règles, mais des règles qui, vous le remarquerez, avaient pour but d'éviter que la tension entre les grandes puissances monte trop haut, afin de ne pas créer les conditions d'une troisième guerre mondiale. Bon, on a créé le Conseil de sécurité pour ça. Donc d'un côté, il y a l'ONU avec la charte de l'ONU, les règles de l'ONU, très bien. Et puis à la fin, il y a le Conseil de sécurité qui fonctionne et qui a été conçu et qui fonctionne comme le disjoncteur en électricité. C'est-à-dire quand la tension est trop forte, eh bien le disjoncteur fait disjoncter le système. Voilà. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que on a évité la confrontation brutale grâce au droit de veto des grandes puissances. Alors, on me dit c'est de l'impuissance, mais non, c'est pas de l'impuissance. C'est la seule grande guerre que l'ONU a faite en son nom au moment de la guerre froide contre le bloc de communistes. Ça a été la guerre de Corée parce que à cette époque, l'Union soviétique boycottait le Conseil de sécurité. Bon, donc ils sont allés ça. Alors tout ça nous a, sans que ça soit une confrontation direct avec l'Union soviétique et même avec la Chine, qui pourtant est beaucoup intervenu avec des volontaires, des pseudo-volontaires déguisés dans ce conflit. Conflit que le général MacArthur, qui commandait les troupes américaines dans le Pacifique, voulait porter en Chine, jusqu'à vouloir utiliser l'arme nucléaire contre la Chine. Ce conflit n'a pas connu d'extension, cette extension qui aurait conduit à la Troisième Guerre mondiale. Il a quand même fait... Alors, selon les estimations, pas loin d'1 million de morts militaires et au total 4 à 5 millions peut-être de civils, de morts entre les militaires et les civils. Bon, et sans parler des blessés, etc. Donc tout ça pour moins de 3 ans de guerre. Bon, donc ça n'a pas dégénéré parce que à un moment donné, on a, le président Truman, qui n'était pas un laxiste, qui n'était pas un mou, qui n'était pas un tendre, c'est lui qui avait envoyé deux bombes atomiques sur le Japon. A arrêté la confrontation, il a arrêté la montée aux extrêmes, ce que fera d'ailleurs aussi Kennedy au moment de la crise des fusées de Cuba. Bon, donc la politique, comme disait le général de Gaulle, elle se fait à partir des réalités. Voilà. Il y a des réalités de la géopolitique, de la géographie, des civilisations, des cultures. Si on ne prend pas en compte cette réalité, on va passer notre temps à nous entretuer. Voilà. Est-ce que c'est un idéal? Vous nous donnerez la réponse après une courte pause. Henri Guénaud, on se retrouve en toute vérité sur Sud Radio. On continue à parler de ce conflit, peut-être de sa résolution malgré tout. Est-ce qu'on va vers la paix ou vers la guerre? Les réponses d'Henri Guénaud tout de suite sur Sud Radio en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio en toute vérité avec Henri Guénaud qui craint l'engrenage de la guerre. Henri Guénaud, on en discutait, est-ce qu'on va vers cet engrenage-là? Est-ce qu'on va pas aussi vers une résolution du conflit? Parce que les deux acteurs principaux restent les États-Unis et la Russie, et l'Ukraine, faut tout de même pas l'oublier. Et finalement, est-ce que malgré tout, l'Europe n'a pas raison de faire en sorte que l'Ukraine soit quand même ait son mot à dire dans cette histoire, et puis raison aussi de réarmer, parce que c'est le bon sens, aussi bien face à la menace russe. Alors vous nous direz si elle est existentielle ou si elle est relative, mais on est dans un monde de menaces, de tensions. Si l'Europe veut avoir les moyens de la puissance, elle a peut-être intérêt à réarmer et à avoir son mot à dire sur les affaires du monde. Alors ça prolonge la conversation qu'on vient d'avoir. Mais moi, ce qui me frappe, et ça a été le cas des puissances occidentales et de l'Europe en particulier, et ça continue d'être la position de l'Europe, il y a quelque chose de presque suicidaire à mes yeux, qui consiste à dire, il y a le respect du droit international, que l'Occident respecte quand ça l'arrange, qui est le droit de l'Occident, qui n'est pas reconnu comme tel toujours par les autres pays, et qu'on a allègrement violé dans un tas de cas, que ça soit le Kosovo, que la Turquie, qui est membre de l'OTAN, viole à Chypre, en Irak.
En Libye, Donc, en Libye, on rigole. alors, en Libye, je veux pas vous. Si, non, mais enfin, puisque en Libye, je ne sais pas si vous étiez solidaire de la décision du président Nicolas Sarkozy. Premièrement, étant le conseiller spécial du président, je me déclare solidaire de tout ce qui s'est passé, ce avec quoi j'étais d'accord, comme ça avec quoi je n'étais pas d'accord, mais ça ne regarde personne que moi. C'est typique la Libye. La Libye, au début, on ne viole pas le droit international. Non, mais ensuite, oui. Voilà, mais pourquoi? C'est ça qui est intéressant. C'est un cas d'école, en fait. Au début, tout le monde s'entend et on reçoit un mandat de l'ONU. La Russie s'abstient. On reçoit un mandat de l'ONU pour une zone d'exclusion aérienne. Donc interdiction aux avions, donc on envoie des avions. Et c'est un cas d'école de l'engrenage, c'est-à-dire que quand vous mettez le doigt dans l'engrenage de la guerre, car c'est presque une opération de guerre, vous empêchez les avions qui auraient été bombardés, Benghazi. Enfin, le problème c'était de savoir comment on protégeait les populations que Kadhafi voulait massacrer. Bon, et quand vous mettez le doigt dans cet engrenage, et c'est ce qui s'est passé, eh bien vous êtes entraîné jusque là où vous ne vouliez pas aller. Churchill disait au début de la guerre... C'est-à-dire la chute de Kadhafi... la chute du régime. Personne ne voulait la chute du régime. Personne ne voulait faire la guerre. Puis une fois que vous faites la zone d'exclusion aérienne, après vous finissez par taper les colonnes de chars, puis vous intervenez... Enfin, voilà, il y a une... au départ, tout le monde était... Même la Ligue arabe était d'accord avec la France et la Grande-Bretagne. Les États-Unis aussi. La Russie s'abstient. Bon, et on a il y a un mandat du Conseil de sécurité. C'est pas... Et puis l'engrenage... Voilà, là-dessus, il y a un engrenage. C'est un cas d'école de l'engrenage et justement ça devrait nous faire réfléchir, comme beaucoup d'autres cas de ce genre dans notre histoire. Après on jugera, les résultats de tout ça sont catastrophiques. D'accord, mais est-ce qu'il ne faut pas des garanties de sécurité tout de même pour faire la paix, il faut parfois préparer la guerre. La Libye c'est très intéressant parce que on a essayé d'organiser les choses, puis quand le nouveau gouvernement est arrivé, tout le monde est parti. Tout le monde les a laissés tomber. Voilà. Alors c'est jamais facile, une fois que vous avez semé le désordre, le chaos, renversé un pouvoir futile tyrannique, jamais facile d'essayer d'organiser la suite. Mais quand tout le monde s'en va... mais d'accord, mais pour ce qui est le cas de l'Ukraine, l'Occident n'a envahi personne, c'est pas elle qui a semé le chaos. Mais on peut pas résister ça. Les États essayent de l'arrêter. D'abord, je vais choquer beaucoup de monde, mais ça n'est pas le sujet, encore une fois, de savoir qui a attaqué le premier, qui est le coupable et qui est le méchant. Voilà. À force de penser qu'on est le camp du bien contre le camp du mal, on finit par s'entre-détruire. Voilà. Donc le sujet aujourd'hui, c'est comment on arrête ce massacre pour lequel il n'y a pas d'issue militaire. On voit bien, il n'y a pas d'issue militaire. Donc l'Ukraine ne récupérera pas, en tout cas à échelle humaine, la Crimée. Les Russes vous expliqueront que n'a jamais été ukrainienne. Bon, ils récupéreront pas les territoires la Crimée par et le Donbass non plus. Voilà, je pense que tout le monde l'a compris et même Zelensky l'a accepté. Mais en tout cas, c'est une réalité. Voilà, une de ses préoccupations, c'est de garantir ce qui reste de l'intégrité territoriale de ce qui reste de l'Ukraine. Je comprends toutes les préoccupations des Ukrainiens. J'admire leur courage, leur héroïsme, leur résistance. Mais il y a ce que veulent les Ukrainiens, ce qu'ils peuvent vouloir et ce qu'ils essayent d'imposer, qui est normal. Et puis il y a l'attitude de l'Europe dans cette affaire au moment où les États-Unis considèrent que cette guerre doit s'arrêter, en tout cas pour ce qui les concerne. Voilà. Et donc la question que les Ukrainiens soient à la table des négociations d'une façon ou d'une autre paraît logique, en tout cas une revendication légitime de la part des Ukrainiens. Le minimum syndical, on peut le dire. Mais que l'Europe y soit aussi, paraît aussi une revendication légitime. Mais l'Europe d'abord ne peut pas y être si la majorité des gouvernements européens considèrent qu'il faut poursuivre encore la guerre jusqu'à ce que des buts de guerre, d'ailleurs totalement indéfinis, soient atteints. Quant à la sécurité et à un traité de paix, oui, il faut des garanties de sécurité. Simplement, il ne faut pas mettre la barre tellement haut qu'elle interdit tout accord. C'est-à-dire que si vous cherchez le traité de paix qui va durer éternellement, qui va garantir éternellement la sécurité de l'Ukraine et l'endiguement de la Russie dans cette région compliquée du monde, vous ne le trouverez pas et on continuera la guerre. Parce que ça n'existe pas, la paix perpétuelle. Ça n'existe pas. Si vous voulez qu'on raconte l'histoire de la France et de l'Angleterre, vous voulez qu'on se raconte l'histoire de la France et de l'Allemagne, voilà. Je veux dire, ça n'existe. On fait des traités de paix.
nous vivons dans un monde imparfait avec des gens imparfaits qui sont des humains, voilà, qui ont une nature humaine qui est imparfaite, dans laquelle il y a de la violence, dans laquelle il y a des vieux souvenirs, dans laquelle il y a des refoulés, pour laquelle il y a des refoulés, voilà, dans une époque de grands refoulés. Bon. Et vous ne pouvez pas imaginer que vous allez régler les problèmes pour l'éternité. C'était l'illusion des vainqueurs en 1919-1920. Ils ont redessiné toute la carte de l'Europe, fait des systèmes d'alliance, de garantie, de contre-garantie, mis la guerre hors la loi, tout. Vous savez comment ça a fini? Bon, c'est pas pour ça. Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est pas pour ça qu'il faut se passer d'essayer de trouver une voie qui, tant bien que mal, va permettre un temps au moins et donc l'attitude voilà. du président de la République là Mais je trouve que les attitudes maximalistes conduisent qu'à une chose, c'était une impasse. Soit l'Europe ne participera pas du tout à la négociation, soit elle continuera à alimenter la tension, enfin l'Europe, une partie des pays européens, à alimenter la tension, ou à prendre des risques. Parce que moi, quand on dit on s'en moque que la Russie soit d'accord ou pas pour qu'on envoie des troupes en Ukraine, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Alors, si ça veut dire que nos troupes risquent de se trouver sous le feu des Russes au cas où le conflit éclate de nouveau, ça veut dire qu'on est co-belligérant et que... c'est-à-dire déjà, on est à moitié co-belligérant, alors là, on risque de l'être totalement. Donc, il faut c'est chercher un accord qui vaille pour tout le monde, au moins pour un temps, qui sécurise l'Ukraine, c'est très bien. Être maximaliste et chercher, et sans se soucier d'ailleurs de ce que veulent quand vous négociez, il faut que celui d'en face il soit d'accord. Et est-ce que vous comprenez plus largement, est-ce qu'il y a une continuité aujourd'hui dans la politique étrangère de la France, puisque Emmanuel Macron avait justement commencé avec plutôt un discours modéré, cherchant une solution diplomatique, et aujourd'hui... le discours était modéré. Moi, j'ai pas vu qu'on avait vraiment cherché une solution. Ce conflit n'aurait pas dû avoir lieu. Il faisait ce qu'il pouvait. Il n'était pas tout seul en Europe. Il y avait la Pologne. Moi, je compare pardon. Il était président de l'Europe, pouvait très bien aller à Moscou, faire une proposition. Et si jamais... Ça pouvait ne pas fonctionner. Ça pouvait ne pas être accepté par la Russie et par Vladimir Poutine. Mais si ça fonctionnait, il revenait, le mettait sur la table, et puis il disait, voilà, maintenant, il faut trancher. Chacun aurait été mis en face de ses responsabilités. C'est ce qu'a fait Nicolas Sarkozy au moment de la crise géorgienne. C'est-à-dire qu'il est allé sans mandat, je rappelle. Il était président de l'Europe, comme Emmanuel Macron au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine. Il est allé à Tbilissi, il est allé à Moscou, il a essayé de trouver une voie, il a proposé. Et puis quand il a réussi à mettre d'accord les belligérants, en particulier la Russie à l'époque, et s'il l'avait pas fait, la Géorgie n'existerait plus. Faut être très clair. Bon. Donc il est rentré, il a réuni des chefs d'État et de gouvernement européen, il a dit voilà, on a trouvé un accord. Maintenant ceux qui sont pas d'accord, ils peuvent sortir et dire qu'ils sont pas d'accord. Et finalement tout le monde a été d'accord. Alors on me dit aujourd'hui c'est scandaleux, on a laissé 2 provinces géorgiennes. Moi je suis allé en 2011 à Tbilissi avec lui. Je ne sais pas si des gens ont sans doute été le cœur déchiré de voir 2 provinces être happées par la Russie. Mais il y avait, pour l'accueillir, il y avait une foule, comme on en avait, d'après les témoins, jamais vu à Tbilissi, pour l'acclamer. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient été sauvés par sa démarche et par sa volonté d'arriver à un compromis. En tout cas, voilà. je suis allé il y a 2 ans à Tbilissi et je confirme que c'est un pays en paix aujourd'hui, la Géorgie. Alors, c'est pas idéal, mais moi, ce qui me frappe beaucoup dans la position européenne, c'est que, vous savez, pour régler les contentieux ou les conflits entre les peuples, comme entre les gens d'ailleurs, il y a 3 séquences. La première, c'est le droit. Bon, ce qui suppose que soit tout le monde soit d'accord pour le respecter, respecter. Voilà, non mais toutes les parties, ou qu'on ait la force de le faire appliquer, comme disait le général à propos du droit international, sans la force, il n'y a pas de droit. Bon, donc ça c'est la première chose. Quand ça marche pas, vous avez la politique et la diplomatie. Et là, la politique et la diplomatie, c'est du marchandage, c'est-à-dire qu'on fait des choses qu'on n'aime pas forcément faire. On est obligé, concessions. On lâche, on fait des concessions. Parfois, on n'y arrive pas.
mais on essaye et on serre la main à des gens qui on n'a pas envie de serrer la main. Après tout, Churchill est allé serrer celle de Staline, le général de Gaulle aussi. Il n'y avait pas plus anticommuniste que Churchill. Bon, et il n'y a pas plus grand criminel au XXe siècle avec Hitler que Staline. Donc, mais voilà, on fait des choses qu'on n'a pas envie de faire. On pourrait dire on se salit les mains pour essayer de bricoler une solution qui permet d'éviter la troisième séquence, qui est la guerre. C'est-à-dire, si vous mettez rien entre le droit et la guerre, vous allez presque inévitablement vers la guerre. Et ça, je comprends pas que l'Europe, qui est si politique, si diplomatique dans le fond, je parle de l'Europe, des nations européennes, dans sa culture et dans sa civilisation, et qui a tellement vécu les épreuves de la guerre et de la guerre totale, qui a tellement vu de morts dans des guerres civiles européennes depuis des siècles, au fond, elle saute cette étape, c'est-à-dire elle l'escamote. C'est chaque fois qu'on parlait d'essayer de trouver une voie de négociation, vous disiez, vous êtes un capitulaire, c'est Munich, c'est scandaleux. Non, c'est pas scandaleux. C'est la seule voie raisonnable pour ne pas passer son temps à s'entretuer. Voilà. Merci Henri Guénon, on se retrouve après une courte pause, on continue à en discuter, on verra si, même si on met de côté la question de la Russie, est-ce que le réarmement est une bonne idée ou pas, vous nous direz si ça permettra à l'Europe d'être plus puissante. On se retrouve tout de suite en toute vérité avec Henri Guénon. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Henri Guénon. On discute géopolitique ce matin, notamment de la situation en Ukraine, du processus de paix finalement qui a été engagé par Donald Trump. Vous êtes pour la négociation, pour la diplomatie, vous nous l'avez dit, Henri Guénon, mais il y a une question qu'on peut se poser tout de même. Donald Trump a été assez loin, justement, pour envoyer des signes à Vladimir Poutine qu'il était prêt à faire des concessions et des concessions lourdes. Mais est-ce que la Russie veut vraiment la paix ? Moi, je ne suis pas dans la tête de Vladimir Poutine, mais on n'en est pas certain. Non, mais on n'est jamais certain quand on va négocier avec l'autre, sauf quand on l'a écrasé. Enfin, là, on négocie plus. C'est la défaite allemande en 1918 ou en 1945. Si vous voulez négocier avec l'autre, vous ne savez pas à l'avance. Oui, mais si les États-Unis disent à l'avance on se retire totalement, est-ce que Vladimir Poutine n'est pas tenté de se dire finalement moi je pourrais continuer à progresser en Ukraine ? Oui, c'est possible. Si les États-Unis se retirent, ça, il va progresser en Ukraine. Il y aura plus de renseignements, il y aura plus de communication, il y aura plus. Donc, et l'Europe ne sera pas prête à prendre le relais en quelques mois. Bon, en tout cas dans ces dimensions-là. Et on voit bien, si vous avez plus le système de renseignement américain, c'est-à-dire avec les satellites qui observent en permanence l'ennemi, bien vous êtes aveugle et la Russie, le front, il va craquer. Voilà, pas une certitude, mais presque. Donc, mais ça, c'est entre les mains des États-Unis et de Donald Trump. La question est de savoir si on est prêt à discuter, à essayer de trouver une voie. Voilà. Donc, les Américains sont, semble-t-il, prêts à le faire. Et peut-être, je ne sais pas si c'est à n'importe quel prix, mais en tout cas, peuvent accepter un prix élevé pour les autres, notamment pour les Ukrainiens. Savoir ce qu'est prêt à accepter Vladimir Poutine, vous ne le saurez qu'en essayant de négocier. Voilà, on essaye ou on n'essaie pas, ou on dresse des conditions tellement inacceptables pour ouvrir la discussion. Voilà, il peut pas y avoir de discussion. Bon, c'est ça la vraie question. Et vous savez jamais à l'avance où vous allez atterrir. La négociation, c'est fait pour ça. C'est quelque chose c'est un chemin qu'on construit ensemble ou qu'on n'arrive pas à construire. Dans ce moment-là, chacun en tirera les conséquences. Mais cette idée que où ça se fait à des conditions qui sont dont on peut pas discuter, qui sont des conditions qui font des exigences très très élevées. À ce moment-là, il n'y a pas de discussion. On commence pas la discussion. Voilà, on a déjà fait capoter, semble-t-il, un quasi-accord de paix en 2022 qui avait été négocié à Istanbul. Notamment la Grande-Bretagne a poussé pour que je pense qu'il n'y avait pas que la Grande-Bretagne derrière, mais
Voilà, on essaye ou on n'essaie pas. Voilà, c'est pas... Donc, c'est pas la peine de se poser la question à l'avance, hein, puisqu'on n'a pas la réponse de savoir jusqu'où les Russes iront. Vous ne le savez pas à l'avance, vous ne le savez que dans la discussion. Et après, à vous de décider si c'est trop loin, pas assez loin. Voilà, c'est moi, je trouve que là, il y a une position de l'Europe, alors qui ne tient pas peut-être seulement d'ailleurs à la question à l'amour infini que portent les nations européennes à l'Ukraine. Hein. Il y a aussi un problème problème avec les dirigeants européens, en tout cas avec une partie d'entre eux. Hein, c'est que ils sont tous en délicatesse avec leur peuple, ils sont tous plongés dans une crise démocratique. Ils essayent ce système de pensée, de pouvoir, qui dirige la plupart des pays européens, essayent de se perpétuer malgré tout. Donc, on a parlé tout à l'heure d'Emmanuel Macron, justement, regardez, qui fait partie des dirigeants européens. Vous nous dites qui fait de la politique intérieure, en fait. Oui, alors la politique c'est un tout. Hein. Vous voulez vous défendre, si votre société est pas armée moralement, si elle n'est pas unie, etc. Vous défendez pas. Je veux dire, vous pesez pas. Bon, non, mais je veux dire, la fuite en avant vers la guerre en France, le discours belliciste est une manière pour Emmanuel Macron de reprendre la main. Je suis pas sûr que tout ça soit toujours conscient. J'observe simplement, regardez les coalitions en Europe, hein, ce sont toutes des coalitions bricolées, fragiles, partout. Donc il y a un vrai... Ça prouve qu'ils sont en situation fragile du point de vue de la légitimité démocratique et que tout ce qui les conteste monte sans arrêt. Bon, donc il y a une besoin de se retrouver une légitimité autre, mais qui est presque instinctive, hein, qui est depuis le début de l'humanité, trouver un ennemi qui va ressouder les rangs autour de vous, autour de c'est le bouc émissaire à l'échelle collective. C'est la fuite, c'est la ligne de fuite de tous les dirigeants en situation fragile. Qu'ils en soient conscients ou qu'ils n'en soient pas conscients, c'est-à-dire que ça soit simplement l'instinct, hein, l'instinct de survie qui les guide, de survie politique, j'entends. Bon, et on a quand même le sentiment, si vous voulez, que ça joue un rôle dans cette espèce de fuite en avant dont je ne suis pas sûr que que tous ces dirigeants, encore une fois, s'y laissent aller de façon consciente, et je ne suis pas sûr non plus qu'ils en assument les conséquences, et ni même qu'ils pensent aux conséquences. Je pense que la grande crise de nos sociétés, de nos systèmes politiques, c'est que personne ne veut les conséquences de ce qu'il veut. On est dans le court-termisme absolu. C'est pire que ça, c'est-à-dire que on ne s'interroge pas sur les conséquences, on ne les voit pas, et même quand on les voit, on ne les assume pas. Voilà, on n'assume jamais les conséquences. On parlera de l'Algérie tout à l'heure, mais c'est assumer les conséquences de ce qu'on fait et de ce qu'on veut. Bon, alors moi, le réarmement, je suis... Alors, vous m'avez pas laissé poser la question, mais c'est vrai que je l'ai annoncé. Est-ce que c'est pas un effet positif, le réarmement, même si on... Alors, ça peut l'être ou pas l'être, voilà. Moi, je suis pour le réarmement depuis des décennies. C'est pour ça. Je me suis battu pour ça. C'est pas. Je pense qu'il est malsain de dire on se réarme parce que la Russie nous menace. Il faut nous réarmer parce que le monde est devenu dangereux, parce que le monde s'est fracturé, parce qu'on n'aurait jamais dû se désarmer à ce point. Voilà. Bon, mais ça demanderait toute une heure de discussion sur une politique de défense. Comment on fait pour se réarmer? Il y a aujourd'hui deux dangers dans la façon dont on le fait. La première, c'est de nourrir uniquement la tension avec la Russie. Et puis la deuxième, c'est d'aller vers une fédéralisation. Ouais, c'est-à-dire dire, voilà, c'est l'occasion ou jamais. Il y a des gens qui y pensent. De faire l'Europe de la défense. De faire l'Europe de la défense. Mais l'Europe de la défense, c'est pas l'Europe qui se défend. Hein. C'est l'Europe du marché de l'industrie de la défense intégrée, du marché intégré de la défense. C'est l'Europe de l'armée intégrée. Enfin, on voit bien, c'est une armée européenne. Il y a une tentation de l'armée européenne. Il y a une tentation de remettre sur la table ce vieux projet qui a échoué en 1954, s'appelait la CED, la Communauté européenne de défense. Un nucléaire européen, la France pourrait partager le... Alors moi, je crois qu'on n'ira pas jusque-là parce que c'est presque... Ou alors on est complètement fou. Enfin, il ne peut pas y avoir 2 personnes ou 3 personnes, ou alors on remettra le bouton au président de l'Union européenne. Ursula von der Leyen pourrait... Vous imaginez. Alors, c'est vrai pour la question militaire, c'est vrai pour le budget du réarmement. Moi, je suis
totalement opposé, mais radicalement opposé à ce grand emprunt, à ce nouveau grand emprunt. On nous a déjà fait le coup avec la pandémie, et on s'apprête à nous refaire le coup. C'est à force de faire des emprunts européens qui ne sont pas prévus, je le rappelle, dans les traités. C'est-à-dire que là, on profite à chaque fois des circonstances pour créer un budget fédéral, un vrai budget fédéral, comme ça s'est passé aux États-Unis à la fin après la guerre d'indépendance, qui est un engrenage terrible. Et après, là-dessus, on va bâtir un système financier intégré en Europe, dont on n'aura plus du tout les clés, qu'on ne pourra pas réglementer du tout. Chaque pays ne pourra pas réglementer à sa façon. Bref, on fait des pas sans consulter personne, sans débat, sans rien, qui sont des pas qui nous mènent dans une direction où il sera difficile de revenir en arrière. On reviendra sans doute le jour où tout ça explosera, mais à un coût qui sera énorme. Donc cette fuite en avant, et ce sera en plus le règne de l'impuissance, parce que tous les pays n'ont pas les mêmes intérêts, voilà. Et puis parce que vous pouvez très bien avoir un jour, avant l'intégration fédérale ultime, un pays qui se donne un dirigeant qui est en porte-à-faux par rapport à tous les autres. Imaginez que c'est déjà le cas, j'ai envie de vous dire. Victor Orban n'est pas spécialement. Oui, mais Victor Orban, c'est la Mélanie compose, mais enfin. Madame Mélanie. Demain, je ne sais pas si le Rassemblement national est plutôt en tête des sondages, donc ça peut arriver. Non, mais c'est pas le grand danger. C'est d'avoir. Vous avez un Trump en Allemagne. Qu'est-ce que vous faites? Ou vous avez pire dans un grand pays d'Europe. La volonté de se défendre, enfin, la défense nationale, c'est la volonté de se défendre. La volonté de se défendre, elle appartient à chaque peuple. Qu'on ait la volonté de travailler ensemble, d'organiser l'interopérabilité, la coopération, d'avoir une coalition. Très bien, on a fait toutes nos guerres avec coalition, sauf celle de 70 qu'on a perdu. Bon, mais ça, c'est pas l'intégration ni de l'industrie européenne de défense, ni de l'armée européenne. Ça, ni de l'emprunt européen. Merci Henri Guénaud, on se quitte pour une courte pause, mais on est de retour sur Sud Radio. Très vite, on va parler également de l'Algérie. On va voir que c'est pas sans lien d'ailleurs avec le conflit en Ukraine et avec nos rapports avec la Russie. À tout de suite Henri Guénaud pour En toute vérité sur Sud Radio. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio En toute vérité avec Henri Guénaud. Henri Guénaud, je crois que je vous ai laissé la parole. Vous avez pu vous exprimer sur l'Ukraine. Vous avez toujours peur d'être interrompu, mais je crois que on vous a bien entendu. Vous vouliez parler également de l'Algérie, parce que là aussi, vous êtes vous prenez le contre-pied de l'opinion générale et de la majorité. Voilà, de la droite, du coup, sur le cas de l'Algérie, où vous pensez que l'attitude de Bruno Retailleau peut conduire à un engrenage inutile, et en tout cas ne peut pas fonctionner pour améliorer nos rapports avec l'Algérie, pour libérer éventuellement Boualem Sansal. Je vais pas personnaliser, je vais juste rappeler quelques vérités. La première, c'est que ce sujet n'est pas sans lien avec celui que nous venons d'évoquer. L'Algérie a pour premier allié la Russie. Bon, c'est la Russie qui lui fournit son matériel militaire. C'est la Russie qui verse beaucoup d'argent à un certain nombre de responsables algériens. C'est la Russie qui tient le Sahel maintenant, sachant que l'Algérie est une puissance sahélienne. Donc, ce qui veut dire, et derrière il y a la Chine, qui est aussi alliée, et puis maintenant il y a même les États-Unis qui se rapprochent de l'Algérie. C'est dire que nos moyens de coercition sur l'Algérie sont à peu près nuls. Voilà, vous ne croyez pas du tout le démantèlement de l'accord de 68? Non, je crois d'abord une chose, c'est qu'il faut assumer les conséquences de ce qu'on fait là encore. On est fâché avec la Russie, on veut se fâcher encore plus. Plus on se fâche avec la Russie, moins on a de moyens mais là, il ne s'agit pas d'une guerre, il s'agit de faire... mais il n'y a pas besoin de faire la guerre au sens de la guerre. D'abord, au-delà de la guerre cybernétique, au-delà de tout ça... Engager le rapport de force avec les dignitaires algériens, ça ne sert à rien. Il y a la guerre migratoire aussi.
Il peut très bien la Russie s'appuyant sur, enfin l'Algérie appuyée sur l'alliance russe, etc. pourrait très bien décider qu'elle laisse passer toute l'immigration subsaharienne en prenant des garanties pour que ça ne contamine pas sa propre société. Nous ne sommes pas menacés. Nous ne sommes pas menacés. Parce que on rappelle la politique d'immigration de l'Algérie. Ils sont pas très pro immigration. Ils ont une société extrêmement hostile, pour ne pas dire ne pas dire plus. Donc il faudra qu'ils prennent des garanties pour pas. Oui, mais ça, vous faites des couloirs, vous les sécurisez. Voilà, c'est pas très compliqué à faire. Il faut regarder la carte. La pression démographique de l'Afrique, elle est considérable et elle va devenir encore plus considérable. Les conséquences, ça peut être de déverser de l'immigration en Europe. La seule chose qui nous en protège, ce sont tous les pays d'Afrique du Nord, de l'Égypte jusqu'au Maroc. Donc voilà. Et on a foutu en l'air, il n'y a pas d'autre mot, l'Union pour la Méditerranée, qui était un projet que moi je tenais beaucoup et que Nicolas Sarkozy avait pris à bras le corps. Si nous ne résolvons pas notre problème méditerranéen, nous n'avons plus de barrières. Il n'y a plus de barrières. Voilà. Donc là, il faut quand même. Et Madame Meloni d'ailleurs l'a parfaitement compris, parce que Madame Meloni, les seuls résultats qu'elle obtient en matière d'immigration en Italie, c'est pas des négociations bilatérales. Un accord avec la Libye, un accord avec la Tunisie, et elle est en train de négocier beaucoup d'accords avec l'Algérie. Oui, mais pour l'instant, on a un accord avec l'Algérie qui est en notre défaveur et un pouvoir qui est sourd. Et on ne peut pas dire que la France a été tout le temps dans une stratégie de tension quand même. Mais c'est pas le problème. Depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron. Mais c'est pas le problème. Vous me refaites encore l'histoire. On n'a pas toujours été. On s'en fiche. Vous l'avez faite pour l'Ukraine et la Russie. Je peux quand même vous la faire avec l'Algérie. Je vous l'ai faite pour comprendre que tout ça a été très compliqué, que chacun participe à ça. Le problème est que fait-on dans la situation actuelle? Nous n'avons sur le régime algérien aucun réel moyen de pression. Si personne ne veut comprendre ça, alors on va continuer comme ça, et à la fin, il se passera rien. On dira aux gens, vous allez voir ce que vous allez voir, et on verra rien. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez faire supporter des difficultés aux gens. Aux Algériens en Algérie, à ceux qui ont un lien avec l'Algérie en France. Très bien. Sur le régime, vous n'avez, à l'heure actuelle, aucun vrai moyen de pression. Vous pouvez les empêcher de venir se soigner, vous pouvez leur retirer les passeports diplomatiques, vous pouvez peut-être leur prendre un certain nombre de biens. Ça ne changera rien. Mais je peux vous en faire le pari aujourd'hui. Voilà. Mais pourquoi voulez-vous que ça fonctionne? On n'a pas essayé, Henri ça me rappelle les discours que j'ai entendus au moment où on a sanctionné les oligarques russes. Alors ça y est, Poutine était perdu. Ils allaient le faire tomber. Alors les seuls qui sont tombés, c'est les oligarques qui se sont penchés un peu trop au balcon. Voilà, mais ça n'a rien changé. Rien, aucune sanction dans aucun pays, dans aucun conflit depuis la Seconde Guerre mondiale n'a changé quoi que ce soit. Aucune. Voilà, de la Russie à l'Iran, en passant par tous les autres, aucune. Voilà. Donc vous faites souffrir les peuples, mais vous ne faites pas bouger des régimes. C'est des régimes démocratiques, c'est pas pareil. Démanteler l'accord de 68, c'est pas moi, je suis pas contre. C'est pas faire souffrir le peuple algérien. Mais non, je ne suis pas contre. C'est un accord qui n'a plus de sens aujourd'hui, Henri Guénaud. Vous mélangez tout. Je ne suis pas contre. On leur enverra au droit commun, très bien, les Algériens. Je ne suis pas contre. Ça ne changera rien au problème qui est celui qui est soulevé ici, c'est-à-dire celui de la réadmission des OQTF en Algérie, parce que ça ne fera que renforcer le discours du régime algérien qui dira regardez ce qu'ils vous alors font. Qu'est-ce que vous proposez Je propose qu'on s'occupe d'abord parce qu'on a quand même Boualem Sansal qui est retenu en otage, on a les OQTF qui sont pas repris avec des gens qui meurent en France. Donc qu'est-ce que vous faites si vous êtes au pouvoir? D'abord, il y a ce qu'on ne fait pas parce que ce qu'il ne faut pas faire parce que ça ne sert à rien, voire ça nous mène dans une impasse. Voilà, on ne va pas renverser le régime algérien, on n'en a pas les moyens. On n'a même pas été capable. Personne ne dit ça. Non, mais voilà, vous voulez faire descendre, vous voulez vous débarrasser du régime algérien, il faudrait le renverser. Vous ne pouvez pas. Bon, on n'a même pas été capable d'empêcher au Niger ou au Mali des coups d'État alors que l'armée française était là. Bon, donc ça, on exclut. Et quand bien même on pourrait. C'est sans doute pas souhaitable du tout. Quand bien même on pourrait. Mais personne ne parle de renverser le régime. Vous vous souvenez du fils? Mais là, oui, mais c'est pour ça que ce n'est pas souhaitable d'avoir des islamistes à la place. Voilà. Bien que le régime soit quand même pactisé avec
avec les islamistes. Faut tout dire. Je sais bien que vous n'avez aucune sympathie pour le régime. Je vous dis juste qu'est-ce qu'on fait. Personne ne parle de renverser le régime. Il faut qu'on s'occupe. D'abord, il n'y a pas d'issue à la question migratoire sans accord, dans la mesure où on ne peut pas écraser les partenaires auxquels on s'adresse. Non, l'Algérie, c'est pas la Colombie face aux États-Unis. Non, les États-Unis peuvent étouffer la Colombie, nous on peut pas étouffer l'Algérie. Bon, donc il faut faire avec, et avec les dirigeants et les régimes qui sont là, et il faudra bien un jour trouver un accord. La vraie question, c'est qu'est-ce que nous sommes prêts à faire nous sur les sujets sur lesquels nous avons une prise. Bon, alors. La première chose, ils veulent pas aller. Bon, c'est pas la peine de mettre en scène. Quand vous mettez en scène, ils veulent pas aller à l'admission. Vous mettez en scène le départ. Eux, ils mettent en scène le retour. Évidemment, on se ridiculise. On en est là. Donc, vaut mieux la diplomatie, les discussions. Ça n'a rien à faire sur la scène publique. C'est pas du théâtre. Ça se fait derrière le rideau. Voilà. Et en essayant de faire en sorte que personne ne perde la face. C'est comme ça. Ça, c'est la politique faite à partir des réalités. Après, la question est que sommes-nous décidés à faire avec les OQTF que nous ne pouvons pas renvoyer? Voilà. Est-ce que nous recréons un délit de présence en situation irrégulière sur le territoire, alors qui existe en partie pour les gens qui ont fait l'objet d'une procédure d'éloignement. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a des moyens est-ce qu'on crée des sanctions pour ceux qui veulent pas partir? Est-ce que vous êtes prêt à les enfermer dans les centres de rétention? Alors, oui, je suis même pas sûr. D'abord, il faut pas enfermer tout le monde, mais tous ceux qui posent un problème d'ordre public, de sécurité, ils doivent être traités différemment. Bon, mais ça peut pas se faire sans garantie, sans créer un appareil législatif qui correspondent à cette situation. Ça peut pas être enfermé définitivement, mais s'ils veulent pas partir, on peut très bien imaginer qu'il y ait des sanctions pénales, ceux qui ne veulent pas partir. Après tout, c'est à eux à partir. Quand on peut pas les faire partir, nous, c'est à eux à partir. Vous êtes frappé par un OQTF, vous devez partir. Vous allez où vous voulez. Non mais c'est vous qui quittez le territoire. Voilà. Si vous le quittez pas, eh bien, le jour où on vous repince, eh bien, là, par exemple, vous allez en prison, ou en tout cas, vous subissez des sanctions. En tout cas, c'est un débat que nous devons avoir avec nous-mêmes, et on me dit, non, il faut qu'ils aillent chez eux. Mais c'est chez eux, mais comment on fait? Donc, il faut s'en occuper. Il faut aussi remettre en cause la question de la libre circulation en Europe. Elle peut pas être ce qu'elle est, parce que de toute façon, il y a un tas de gens qui vont s'entendre avec la rive d'en face. C'est Madame Meloni en est un bon exemple. Et les gens, ils vont plus passer par l'Italie, ils vont passer par la Grèce, ils vont passer par l'Espagne. Et voilà, quand l'Espagne décide de régulariser des centaines de milliers de gens, qu'est-ce qu'il va faire après? Après, il passe la frontière. Bon, donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de Schengen? Quelles limites on apporte? Mais on apporte pas en disant c'est comme ça et je me moque du droit. Il faut changer le droit. C'est-à-dire que sinon nos juridictions vont venir contrarier toutes les décisions politiques. Et donc il faut changer il faut réfléchir au changement de notre droit, de la hiérarchie des normes, de notre constitution. Ça, c'est nous. C'est intéressant, Henri Guénaud, mais malheureusement c'est la fin de cette émission. Mais si je fais la conclusion, c'est pas le rapport de force avec l'Algérie qu'il faut engager, mais avec les autorités européennes et les juges, y compris les Français. C'est pas un rapport de force, c'est avec nous-mêmes. Qu'est-ce que nous décidons? Qu'est-ce que nous écrivons dans notre constitution, dans nos règles de droit? C'est avec nous-mêmes. Voilà, le reste, tant mieux si on arrive à quelque chose avec les autres pays, mais si on n'y arrive pas, eh bien, il faut s'occuper de ce sur quoi nous pouvons agir et sur lequel nous n'agissons pas. Merci Henri Guénaud, c'était passionnant, c'était vif. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans Toute Vérité. Je vous laisse avec les informations. À bientôt.